Stendhal aimait l'amour, mais qu'en est-il du couple? Stendhal n'a jamais vraiment vécu en couple, sauf dans deux circonstances de sa biographie, l'une et l'autre assez brèves. La plus longue, ça a été avec Mélanie Guilbert, dite Loison, avec la comédienne avec laquelle il a vécu à Paris, puis ensuite qu'il a suivi à Marseille, où elle avait eu un engagement au théâtre municipal. Et là, ils ont vécu une vie de couple, mais qui n'a pas duré très longtemps. Et puis, il y a eu une deuxième tentative à Paris avec Angela Berreiter, une comédienne cantatrice. Et l'une et l'autre de ces tentatives se sont soldées par un échec, un fiasco, une constatation que l'habitude tuait l'amour. C'est-à-dire l'installation en ménage, c'est vraiment les funérailles du sang peu à peu, c'est l'extinction des feux. Finalement, le désir finit par s'émousser et s'éteindre dans la possession même. Il explique très bien, par exemple, qu'avec Angela, la certitude qu'en rentrant le soir, il la trouvait prête à faire l'amour avec lui, était quelque chose finalement de très décourageant, qui enlevait à l'amour son aiguillon, son stimulus, le désir s'endort, et finalement on met fin à cet embourgeoisement. On tombe dans une sorte de routine banale. Et donc, je pense que Stendhal, évidemment, a sacralisé la passion. Pour lui, ça a été la seule raison de vivre. L'amour, pour lui, il l'a dit d'une expression célèbre, ça a été la plus grande affaire, ou plutôt la seule. Mais le couple, c'est tout à fait autre chose. Le couple, qui dit couple, dit plus ou moins installation. Ça pointe vers un horizon matrimonial et, comme il l'a dit dans De l'amour, et selon une conception qui était assez largement partagée par ses contemporains, le mariage, c'est toujours peu ou prou le tombeau de l'amour. Donc le couple institutionnalisé dans la durée finit toujours par s'endormir, s'anesthésier et perdre son feu. Et à ce moment-là, perd son sens, évidemment. Donc je crois que Stendhal et le couple, c'est un sujet, c'est peut-être même un non-sujet. On imagine toujours l'amour chez Stendhal, in statu nascendi, dans son surgissement, dans ses prolégomènes, c'est toujours ce qu'il y a de plus beau. Pour une fois, il aurait été d'accord avec une de ses consoeurs qu'il n'appréciait pas littérairement, mais qu'il respectait. En partie, il admirait Madame de Staël, qui a dit « Il n'y a de beau que les commencements ». Bien, peut-être dans l'amour, c'est ça aussi, il n'y a de beau que les commencements. Et quand on cesse de commencer, et quand on fonde quelque chose qui dure, à ce moment-là, Stendhal se décourage assez rapidement. Le couple stendhalien, s'il existe, est galant. Est-ce qu'on peut dire que la galanterie signifie anticonjugale? Tout à fait. D'ailleurs, le terme de galanterie renvoie évidemment à un certain XVIIIe siècle, dont Stendhal est directement l'héritier. Cet homme qui est tellement du XIXe siècle et même à certains aspects du XXe, eh bien, sur le plan du rapport entre les sexes, est très encore redevable à la conception galante des amours du XVIIIe siècle. C'est le XVIIIe siècle qui est vraiment le socle de sa formation intellectuelle et même libidinale. Il ne faut pas oublier qu'il a lu avec transport les romans libertins d'Andrea Inertia, etc., et qu'on sait qu'il avait lu Sade, etc. Donc il a tout un fond de culture amoureuse relevant du XVIIIe siècle. Et on sait que Les Liaisons dangereuses, par exemple, ont été un de ses livres de chevet, d'autant plus qu'il y avait un lien personnel entre l'auteur Laclos et sa ville natale de Grenoble. Ils se sont rencontrés d'ailleurs dans une loge à la Scala pour parler de Bonaparte. Enfin, toujours est-il que la galanterie est fondamentale chez Stendhal. Et on peut dire qu'à partir du moment où une femme est conquise, la galanterie n'est plus nécessaire. La galanterie fait partie évidemment de la stratégie de conquête. Et Stendhal, qui est un militaire dans l'âme, qui est resté un militaire dans l'âme d'une certaine façon, envisage toujours la conquête d'une femme en termes d'assaut d'une redoute. On part à l'attaque, le vocabulaire est intensément belliqueux et militaire. Alors, dans cette stratégie, la galanterie est absolument fondamentale. On fait sa cour, et faire sa cour, c'est toujours une certaine manière de faire un siège. Vraiment, on dresse autour
autour de la place forte à emporter toutes sortes de sapes, de mines, de tranchées, de manœuvres. On voit ça dans les rapports de Julien Sorel avec Madame de Rênal dans Le Rouge et le Noir en sont la transposition exacte, y compris de certains épisodes très directement empruntés à la biographie de Stendhal. Et la galanterie, dans cette perspective, entre dans ces préparatifs. Mais je dirais qu'à partir du moment où la conquête est assurée, la galanterie perd de sa nécessité, voire de sa pertinence. Il est difficile de continuer à être galant. Ce serait évidemment une utopie où le couple, dans la durée, continuerait ses jeux galants de ses débuts. Mais est-ce que c'est vivable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que, comme par hasard, enfin, je ne vois pas dans toute l'œuvre romanesque de Stendhal, ni dans son existence personnelle, de cas qui permettrait de penser que c'est praticable, que c'est vivable. Ça n'existe pas. Donc, évidemment, l'homme se met en position de soumission. Stendhal, dans son traité théorique de l'amour, consacre, je le rappelle, des développements importants et à l'amour courtois, par exemple. Et dans Lucien Leven, l'amour de Lucien pour Madame de Chasteler est explicitement rapporté à la courtoisie médiévale, donc qui relève bien du registre de la galanterie. Mais on ne voit jamais, dans la vie de Stendhal et dans son œuvre, un homme et une femme vivre ensemble des années, des dizaines d'années, vieillir ensemble. On ne voit jamais un couple vieillir ensemble. Et est-ce qu'on peut imaginer un couple qui vieillirait ensemble et qui continuerait à avoir des rapports de galanterie? Est-ce que ce n'est pas impensable? Le couple, c'est donc une conversation. Oui, c'est une conversation. Dans le livre récent et très intéressant de François Julien, De l'intime, il y a toute une partie sur Stendhal et sur Lucien Leven. L'intime, l'intimité chez Stendhal, et il prend l'exemple particulier de Lucien Leven. Et il montre que l'acmé de l'intime, ce sont ces moments où les deux amants sont seuls. Évidemment, on ne peut pas... Évidemment, Stendhal a été un grand praticien de la conversation. Il était même considéré par ses contemporains comme un conversationniste exceptionnel. Dans un salon, quand on avait Stendhal, on était sûr que la soirée ne serait pas ennuyeuse et que ce serait brillant, que des paradoxes fuseraient en geyser et qu'il y aurait évidemment des discussions extrêmement vives. Mais là, dans le domaine amoureux, évidemment, ça suppose le tête-à-tête, le cœur à cœur avant le corps à corps. Et donc, la conversation confiante, la confiance absolue, c'est-à-dire être dans un état où le cœur peut s'épancher sans honte, sans fausse honte, en toute ouverture, en toute offrande et en toute confiance. Alors, il y a quelques moments comme cela dans le monde stendhalien, par exemple dans Armance, quand il nous explique qu'entre Armance et Octave de Malivert, dans un salon par ailleurs très peuplé, il y a comme une sous-conversation, pour anticiper sur Nathalie Sarraute, qui se passe entre eux. Ils ne se disent pas un mot, ils se regardent simplement, et encore ne peuvent-ils pas se regarder fixement parce qu'on les observe, mais il y a un courant, une espèce de flux sous-marin, comme on racontait dans l'Antiquité que les eaux du fleuve Alphée, cher à Roger Caillois, traversaient la mer, c'est-à-dire que l'eau douce passait au fond de la mer sans perdre sa qualité d'eau douce et sans se mélanger au milieu salin qui l'environnait. C'est exactement la même chose. La conversation entre les amants circule en deçà ou au-delà des mots, dans un milieu qui lui est d'ailleurs indifférent ou plus souvent hostile. Donc il y a une conversation non verbale qui est peut-être le sceau de l'intimité la plus profonde. Il faut évidemment s'empresser d'ajouter, ce sont des expériences extrêmement fugaces, extrêmement fragiles, parce que tout le domaine du social s'acharne à piétiner tout cela et à le rendre impossible. Le problème de Stendhal dans le conjugal est-il lié à la transformation de la femme en épouse ou plutôt à sa propre métamorphose en mari, voire en père?
Stendhal a dit quelque part, mon idéal c'est de ne pas commander, de ne pas être commandé. Donc on peut penser qu'avec de telles dispositions, le mariage n'était pas l'institution rêvée quand on a ce genre de tempérament. Plus sérieusement, Stendhal a été toute sa vie tracassé de bouffées récurrentes de nuptialité, si on peut dire. Nous savons au moins qu'il a 4 fois essayé de se marier. Il a fait des demandes de mariage officielles, par exemple, pour Giulia Rinieri, etc. Il a d'ailleurs été refusé. Et finalement, je crois que c'était une bonne chose, parce que Stendhal, surtout en vieillissant, trouvait la solitude de plus en plus pesante, surtout en vieillissant à Civitavecchia. Par exemple, il a fait une tentative de mariage à Civitavecchia, et il parle dans une lettre où un de ses jeunes amis lui annonce son prochain ou son récent mariage. Il lui répond, et je pense que ce n'est pas seulement de circonstance, il lui dit « Je vous envie d'échapper au noir ennui du célibat, le noir ennui du célibat. » Et je pense que c'est quelque chose dont il ressentait le poids de plus en plus au fur et à mesure qu'il prenait de l'âge, et qu'il ressentait l'absence d'un foyer. Stendhal n'a jamais eu un appartement, une maison à lui. Il vivait dans des gîtes de hasard, des logements de fonction, des chambres d'hôtel. Il est mort dans une chambre d'hôtel. Stendhal est quelqu'un qui n'a jamais eu de chez-soi. Et donc, c'est le prix à payer pour la liberté, pour une liberté absolue, l'indépendance. Ça, il le savait, il l'avait accepté. Cela ne l'empêchait pas de souffrir. Et je crois que si la vie à deux, dans la durée, se fonde inévitablement sur le compromis, sur un marchandage, une négociation permanente entre les deux membres du couple pour ne pas empiéter sur le territoire l'un de l'autre, pour ne pas esclavagiser sa moitié, etc., ni être esclavagisé soi-même, on comprend bien que Stendhal vraiment n'était pas fait pour le mariage. Il a d'ailleurs dit un jour, dans un jour de lucidité, il dit « je ferai un fichu mari ». Et il a d'ailleurs défini dans De l'amour le mariage comme le tombeau de l'amour, exprimant là une idée qui était assez largement partagée dans son temps. Et on pourrait ajouter que le bellisme, cette philosophie toute privative qu'il a échafaudée dès sa jeunesse et qu'il a essayé de vivre, et je crois qu'il a vécu très sincèrement et très pleinement tout au long de son existence, c'est bien cela le bellisme. C'est une sacralisation du moi souverain qui prend la décision irrévocable et énergique d'éliminer, d'éradiquer systématiquement à chaque occasion tous les éléments allogènes qui pourraient venir de l'extérieur, venir coloniser et menacer la souveraineté du moi. Donc le non-moi, c'est l'ennemi. Et le non-moi, c'est l'autre. Et le non-moi, c'est peut-être aussi la femme, y compris la femme que j'aime, malgré tout. Donc l'altérité résiste, et l'altérité, c'est quand même un peu un danger de se sentir peu à peu grignoté, plus ou moins insidieusement ou massivement, à l'intérieur d'une vie de couple. Donc je crois que Stendhal l'idée de Stendhal et l'idée de mariage sont antinomiques, et que Stendhal a très bien fait de ne jamais se marier. Dans son dernier article, Barthes dit que Stendhal chante la femme comme l'Italie, c'est-à-dire qu'il la chante mais ne la représente pas. L'échec de l'autobiographie, la vie de Henri Brulard. C'est-à-dire que tout ce qui nous reste et tout ce que nous avons de la vie de Henri Brulard, ce ne sont que des préparatifs à la naissance. Ça s'arrête brusquement, on tombe dans le trou noir au moment du printemps de 1800, quand Henri Bell naît enfin à soi-même, car Henri Bell est né à 17 ans. Bon. Et donc, à ce moment-là, le texte s'arrête. Vraiment, et c'est fascinant à observer, c'est comme un moteur qui se met à hoqueter, il y a des soubresauts, il va à la ligne, il dit qu'il est obligé de s'interrompre, de faire le tour de son bureau pour se calmer, que son cœur bat tellement qu'il est au bord du malaise, etc. Donc, parce qu'il sent qu'il approche du point brûlant, vraiment du cœur, de ce qu'il y a à dire, enfin, le sens
advient, c'est le moment de l'épiphanie. Et ce moment-là, on ne peut pas le dire. Hein, le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face, disait La Rochefoucauld. Le sens non plus ne peut se regarder en face, ni s'exprimer. Les mots cèdent, craquent. Il n'y a pas, le langage saute, comme les plombs sautent dans un circuit électrique. Il n'y a pas de mots pour dire ça quand on arrive au moment où il faudrait exprimer l'absolu. Donc on a l'infirmité du langage humain qui devrait prendre en charge une expérience qui relève de la transcendance et de l'absolu, qui est pour Stendhal l'amour. Et donc c'est pourquoi finalement il y a une sorte de débandade, au sens propre et au sens figuré. Le texte piteusement s'interrompt dans une sorte de bouillie finale et il ne sera jamais repris et donc on arrive à cette idée quand même très dérangeante que toutes ces centaines de pages qui ont précédé, c'était une sorte de voyage dans l'inessentiel, et que quand on arrive enfin au cœur du sujet, on ne peut pas le dire. Donc voilà.